Bonjour tout le monde. Alors l'épisode qui suit est la partie 2 d'un podcast sur la guerre en Ukraine qui s'est étiré sur une durée de 3 heures en live sur Twitch, essentiellement grâce aux questions des spectateurs, et ça, c'est vraiment fabuleux. Alors si c'est pas déjà fait, allez écouter l'épisode précédent contenant la partie 1, ça vaut vraiment la peine pour avoir un très beau portrait justement de ce conflit et de son historique. Alors sur ce, bonne écoute. Question qui. Ah non, il y en a une autre avant celle-là, c'est vrai. Il y a Twards qui avait mis une question, j'ai demandé de la préciser un peu, je ne sais pas si tu vas être capable d'y répondre. Il a commencé par dire, en fait, je comprends un peu mieux les liens Ukraino-Russie, mais la Biélorussie et l'Ukraine. Là, j'ai demandé de préciser et il dit pourquoi la Biélorussie est aussi présente dans le conflit. C'est intéressant le cas de la Biélorussie parce que c'est un pays aussi qui s'est fait progressivement vassaliser par la Russie. Donc, la Biélorussie, comme l'Ukraine, va avoir son indépendance au moment de la désintégration de l'Union soviétique. Euh, Par contre, en Biélorussie, les élites politiques supportent cette guerre-là, la population, non. Donc, quand on dit la Biélorussie du côté de la Russie, les élites politiques, le gouvernement, oui, parce que la Russie a été en mesure de mettre en place un dirigeant en Biélorussie qui est un peu, en fait, un pantin de Moscou. Et c'est l'objectif aussi en Ukraine. Là. L'objectif, ça serait d'avoir aussi quelqu'un qui est facilement malléable et qu'on peut facilement contrôler à Moscou. Mais l'Ukraine ne se laisse pas faire. L'Ukraine va prendre des moyens. Donc, manifestation majeure dans tout le pays en 2004, puis en 2013, pour pas que ça arrive. En Biélorussie, malheureusement, c'est arrivé. Donc, le régime de Loukachenko, présentement, c'est un régime qui est vassalisé à Moscou, qui est dépendant de l'économie russe pour sa propre survie, qui est dépendant des investissements russes pour sa propre survie. Et plus il s'enlise là-dedans, en fait, plus il s'éloigne de l'Union européenne, donc plus en fait, il continue d'envenimer sa dépendance et d'accroître sa dépendance à Moscou. Donc oui, on se retrouve avec un puppet state qu'on appelle, donc justement un État qui est pas complètement contrôlé par un autre, mais oui, donc il y a des influences qui sont énormes et les politiques de Moscou vont en fait enligner, vont influencer de manière très, très importante les politiques de la Biélorussie. Mais en Biélorussie, je pense que, oui, il y a de la censure, puis oui, oui, c'est pas un régime démocratique, mais je pense que les Biélorusses, de manière générale, sont quand même un petit peu, ils ont quand même accès à un peu plus d'informations. C'est pas des frontières qui sont complètement étanches encore, quand même relativement pas mal étanches comparé à ce qu'on est habitué, là. Mais, euh, mais oui, le cas de la Biélorussie, c'est un cas flagrant d'une vassalisation qui a fonctionné. Mhm, exact. Donc, puis tu as vraiment les deux opposés, comme tu dis, l'Ukraine où c'est très difficile à faire fonctionner comme modèle, puis la Biélorussie où vraiment là, on a un peu l'application du modèle que probablement la Russie aimerait voir en Ukraine, là, justement. Mais ça n'a pas été facile non plus en Biélorussie. Là. Il y Ouais, a eu non, j'imagine. il y a eu beaucoup de manifestations, mais pour l'instant, ça a le plus fonctionné. Mhm, On OK. va le dire comme ça. Aux grandes dames des Biélorusses, mais ça a le plus fonctionné. OK. Question qui dévie un peu là, du sujet dont on est en train de parler, mais je la trouve intéressante quand même. Galgator qui demande les filles portent souvent des fleurs sur leur tête pendant les photos qu'on voit là, souvent sur Internet. Puis il se demande en fait si c'est typiquement ukrainien. Aucune idée. OK. Je suis désolée, je peux pas je peux pas commenter là-dessus, j'en ai aucune idée. C'est bon. Ben, moi, j'aurais peut-être une petite tentative de réponse, en fait, là, pour, ben, via justement la reconstitution viking, je me suis intéressé un peu quand même, vu qu'il y a eu énormément de contacts, comme on disait tantôt, avec la culture slave. Et de ce que je sais, ce genre de photos-là, j'en ai vu sur des photos de Pologne, j'en ai vu sur des photos de plein d'autres pays, en fait, justement dans l'ensemble slave, si je peux le dire comme ça. Et je dirais que c'est pas forcément typiquement ukrainien, mais c'est culturel au niveau slavique, si je peux dire comme ça. Dans plusieurs pays slaves, en fait, là, on voit beaucoup cette tendance-là. D'où est-ce que c'est parti, je saurais pas dire, mais je sais que c'est une tendance culturelle qui date quand même de très très loin là, au niveau des fleurs et tout. Là, je pense que c'est probablement relié là, justement sûrement aux anciennes religions, aux cultures passées et tout ça. Là. Moi non plus, je serais pas capable de donner une réponse très précise. Mais si ça peut t'aider un petit peu, Galgator, je te dirais que ça serait un peu ça finalement. Peut-être pour les mariages, effectivement, comme dit Phoenix dans le chat. Je pense effectivement qu'ils portent ça beaucoup au mariage ou aux célébrations. Donc, il y a probablement un aspect cérémoniel à ce niveau-là. C'est la réponse que je pourrais apporter là, de mon côté. Ensuite, ben là, justement, on arrive à une grosse question. Monsieur Melik qui demande pourquoi Vladimir Poutine a-t-il choisi 2022 pour envahir l'Ukraine? C'est vraiment une bonne question.
J'en ai aucune idée. Présentement, tu sais, je rappelle, ça fait 8 ans que je suis le conflit. Je Mhm. ne vois pas le endgame de la Russie. OK. Le scénario qui fait le plus de sens, selon moi, c'est un scénario comme en Géorgie, mais ça m'a surprise, cette invasion-là. Donc, initialement, je pensais qu'ils voulaient forcer des négociations, donc mettre beaucoup, 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 beaucoup de pression sur l'Ukraine pour forcer l'OTAN à négocier. Euh, Puis quand je parle de négociations, là, on aurait pu parler, par exemple, d'un retrait des troupes russes dans l'est de l'Ukraine en échange d'une reconnaissance de la Crimée comme russe, par exemple. Donc, ce genre de négociations-là. Euh, ça se parle depuis des années au sein de l'Union européenne parce que l'Union européenne essaie de trouver une solution. C'est pas facile, mais quand même, on essaie de trouver des solutions. Pourquoi 2022? Excellente question. C'est vraiment. Je ne saurais pas dire pourquoi ces mois-là. L'escalade des tensions dure depuis presque un an. Ils doivent avoir un endgame, mais d'un point de vue extérieur et pour avoir étudié l'espace soviétique pendant des années, je ne comprends pas c'est quoi son objectif actuellement. Mon guess, c'est que le scénario géorgien pourrait potentiellement être le plus probable. Euh, je sais qu'on entend beaucoup dans les médias que la Russie veut prendre l'Ukraine, prendre un pays. Il n'y a rien de simple là-dedans. Donc, tu sais, c'est pas parce qu'on contrôle c'est pas parce que l'armée est défaite qu'on contrôle un territoire. Donc, on l'a vu en Afghanistan. Les États-Unis se sont enlisés en Afghanistan pendant 20 ans. Ils n'ont pas réussi à prendre le contrôle sur le territoire. L'Ukraine, c'est 600 000 km². Donc, c'est pas parce qu'on défait l'armée, qu'on détruit l'aviation et qu'on détruit la marine qu'on va être capable de prendre le relais. Et c'est, en fait, tu sais, quand on pense à prendre un pays, ça veut dire qu'il faudrait que la Russie s'assure que les transports fonctionnent, l'économie fonctionne, que le réseau de la santé fonctionne, que les banques fonctionnent, que le nucléaire fonctionne, que l'énergie de manière générale fonctionne. Donc, il n'y a rien de simple à prendre un pays et à faire fonctionner un pays et maintenir artificiellement des autorités politiques en place. Ça prend des ressources, ça prend du matériel, ça prend du personnel sur place. Puis c'est sûr que présentement, ce qu'on voit, c'est que la majorité de l'Ukraine n'est pas derrière ce type de réforme-là ou ce type de gouvernement-là. Donc, même si on dit son endgame, c'est de prendre l'Ukraine, ça fait un mois que l'offensive est commencée. C'est de la guérilla, ça avance pas vite. Il y a des désertions, il y a des saboteurs. Fait que même si on pense que c'est ça l'objectif, c'est pas quelque chose qui est simple. Sortir de cette guerre-là, ça sera pas simple, mais poursuivre cette guerre-là, essayer de la gagner, ça sera pas simple non plus. Puis ça sera pas rapide parce qu'il faut aller jusque dans l'ouest, en fait, du pays qui est présentement pas touché, qui a presque pas été attaqué, en fait, là, des grandes villes comme Lviv présentement qui ont été épargnées encore. Donc, c'est sûr que dans l'Est, on a beaucoup plus de destruction. Dans le Sud aussi, parce qu'on avait un accès relativement facile par les ports et par la Crimée. Le Nord, avec la frontière biélorusse, c'est pas. Il y a eu des incursions, là, mais l'Ouest est encore relativement épargné. Et déjà, on annonce qu'on va se retirer progressivement. Est-ce que ça va être fait? Bonne question. On ne sait pas non plus ce qui se passe autour de la table des négociations, mais il y a des délégations qui négocient non-stop. Donc, c'est difficile de savoir c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi le endgame, pourquoi 2022. C'est toutes des bonnes questions. Je ne sais pas si on va avoir un jour les réponses à ça, en fait. Peut-être qu'on va le savoir, peut-être qu'on va le savoir partiellement, peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais voilà, j'espère avoir quand même offert une piste de solution à cette question. Je pense que oui, je pense que oui. En tout cas, vu les réponses complètes que tu nous donnes, au moins, là, je pense que ça porte beaucoup à réfléchir, puis ça aide, comme je disais, là, justement, à démêler tout ça. Puis je me demandais justement par rapport aux réactions de la communauté internationale entre 2014 et surtout, là, justement, maintenant en 2022, à l'extérieur de la Russie et de l'Ukraine, on perçoit ça comment? On gère ça comment? Par quel bout on prend ça? Oui, c'est une question qui est très intéressante. Encore là, on va faire une différence entre 2014 et 2022, Mhm. parce que c'est sûr que la situation de 2014 n'a pas été perçue exactement comme, en fait, n'a pas été du tout perçue comme la situation de 2022. Donc, en 2014, rapidement, l'Union européenne et l'OTAN ont mis en place des sanctions contre l'Ukraine. Mais je vais vous partager des maps parce que c'est quand même intéressant, encore une fois. Donc, euh,
Ici, on voit l'OTAN, les pays en bleu. Donc, on voit quand même qu'au sein de qu'au sein de l'Europe, il y a des pays qui ne font pas partie de l'OTAN. Donc, la Suède, la Finlande, l'Irlande, la Suisse, l'Autriche, la Bosnie, euh, la Serbie, le Kosovo, l'Albanie, la Macédoine. Donc, ça, c'est des pays qui ne font pas partie de l'OTAN. Il y a un pays en jaune entre deux pays bleus, justement, c'est lequel, lui? Lui, Ouais. ça, c'est Kaliningrad, en fait. C'est une OK. exclave russe. Donc, ça ici, qu'on voit, c'est un Ah, OK. territoire russe qui est resté russe après la désintégration de l'Union soviétique. Donc, c'est une exclave russe, justement. OK. Euh, donc, ici, c'est l'OTAN, donc c'est 30 pays. L'Union européenne, 27 pays. Donc, les pays, en fait, mauve et vert, c'est des pays de l'Union européenne, donc ce n'est pas tous les pays encore d'Europe. Donc, ce n'est pas les mêmes sanctions. Et il y a des pays qui vont faire partie, mettons, de l'Union européenne, mais qui ne feront pas partie de l'OTAN, donc qui n'appliquent pas les mêmes sanctions et qui ont quand même un petit peu plus de marge de manœuvre. Puis il y a des pays qui vont faire partie ni un ni l'autre, comme par exemple la Suisse, le Liechtenstein, qui n'appliquent pas non plus des sanctions. Donc, ce n'est pas tous les pays en 2014 qui vont appliquer les sanctions. Et même si, par exemple, les pays de l'Union européenne vont tous les appliquer de manière générale, ils ne les appliqueront pas tous au même degré. Donc, c'est sûr que la Pologne et les pays baltes qui sont ici, qui sont beaucoup plus critiques par rapport à la Russie parce qu'ils ont vécu l'Union soviétique, ils ont vécu le pacte de Varsovie, vont appliquer les sanctions beaucoup plus sévèrement que, par exemple, l'Autriche, qui ne fait pas partie de l'OTAN, mais qui fait partie de l'Union européenne, et que sa relation avec la Russie, c'est une relation qui est purement économique. Donc, l'économie autrichienne a intérêt à ne pas mettre de sanctions sur la Russie. Donc, évidemment, on va avoir des manifestations anti-sanctions dans certains pays. Donc, par exemple, en Autriche, il y en a eu. En Hongrie aussi. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de Viktor Orban, qui est à la tête de la Hongrie. Donc, c'est quand même un partenaire de Vladimir Poutine qui a contesté les sanctions pendant plusieurs années. La Grèce, l'Italie, l'Espagne aussi. Donc, c'est des économies qui vont pas particulièrement bien dans les dernières années et qui ne peuvent pas nécessairement se permettre de se passer de partenaires économiques importants. Dans une moindre mesure, l'Allemagne, qui a quand même signé un partenariat pour avoir un pipeline qui partirait d'ici pour se rendre jusqu'ici par la Baltique. Donc, tu sais, même les pays qui appliquent des sanctions ont quand même intérêt à garder des relations avec la Russie. Donc, quand on parle sanctions, c'est des sanctions qu'on va cibler. Donc, ce n'est pas parce qu'un pays est sous sanction qu'on va rompre toutes les relations diplomatiques, économiques, politiques et toutes avec ce pays-là. Ils ne pourraient pas se permettre non plus de toute façon. Non, exactement. Et donc, les sanctions de 2014 vont viser des secteurs extrêmement précis et on va s'assurer de ne pas viser les secteurs qui pourraient avoir des impacts sur nous. Donc, on ne visera pas les hydrocarbures, on ne visera pas le pétrole, on ne visera pas le gaz. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est dépendante des importations de la Russie. Donc, c'est 26% du pétrole de l'Union européenne qui provient de la Russie. Puis là, vous vous dites, ah, c'est pas tant que ça. Je vous donne un comparatif. Le deuxième plus grand exportateur de pétrole vers l'Union européenne, c'est la Norvège avec 8%. Fait que quand même, c'est le quart. Là. Donc, c'est beaucoup à remplacer. Le gaz, c'est en haut de 40% là, qui vient de la Russie. Donc, encore là, il faut qu'on puisse le remplacer avant de vouloir viser ce secteur-là par des sanctions. Donc, même les sanctions de 2022, on va viser des banques. La Banque centrale, on va bannir la Russie de SWIFT. SWIFT, c'est un système qui facilite les transactions à l'international. Donc, bannir la Russie de SWIFT, ça ne veut pas dire que la Russie ne peut plus faire de transactions. Ça veut dire que ces transactions vont être très compliquées, ça va être plus lent, ça va être difficile d'aller chercher son argent, ça va être difficile de se faire payer. Il y a aussi un gel des avoirs dans beaucoup de pays et le gel des avoirs a été mis en place en 2014, mais il a été étendu largement en 2022. Et il y a des pays comme la Suisse qui n'a jamais appliqué de sanctions, qui ont décidé qu'ils appliquaient des sanctions. Donc ça, c'est sûr que pour la Russie, la Suisse, c'est un paradis fiscal et là, on se retrouve à se faire bloquer des millions, en fait, en Suisse, donc qu'on ne peut plus avoir accès. Donc, c'est difficile. Jamais on pensait que la Suisse allait appliquer
des sanctions. Je veux dire, la Suisse est neutre depuis une centaine d'années. Puis là, elle brise sa neutralité, en fait, pour aller mettre des sanctions contre la Russie. Même chose quand pour même. Monaco. Monaco, qui est aussi un paradis fiscal, donc qui ne fait pas partie de l'OTAN, et qui, là, va bloquer des comptes russes et va bloquer, en fait, des accès à des propriétés. Tout ça, on est sur la Côte d'Azur, là, je veux dire, il y a beaucoup de Russes, il y a beaucoup d'oligarques russes qui ont des Mhm. propriétés ou des comptes à Monaco. Donc c'est surprenant. Il y a une bonne différence entre 2014 et 2022. Euh, Puis c'est sûr qu'on met des sanctions et notre objectif, c'est que les sanctions économiques suscitent un changement politique. Par contre, l'histoire démontre que c'est rare que ça arrive. Donc, je ne pense pas qu'on peut s'attendre à ce que les sanctions mènent à une destitution de Vladimir Poutine dans les prochaines semaines. Par contre, ce qu'on peut espérer des sanctions, c'est que ça heurte tellement l'économie russe que la Russie cherche à négocier et cherche une alternative à poursuivre son offensive en Ukraine. Donc, de manière réaliste, je pense que c'est ce qu'on pourrait attendre des sanctions qu'on a mis en 2022, qui n'ont pas réussi en 2014, mais qu'on a, en fait, qu'on a étendu largement dans les dernières semaines. Ouais, d'où ben, justement là, pourquoi on resserre peut-être un peu la vis, on insiste un peu plus sur ces sanctions-là pour justement forcer le gouvernement russe à avoir des négociations. Ce qui fait du sens quand même là, quand on voit là, justement l'enchaînement des événements. Il y a d'autres questions qui sont arrivées en fait, il y a plusieurs questions qui sont arrivées dans le chat. J'essaie juste de reprendre un peu le fil, ce sera pas long. J'ai une question de Matt508 qui demande est-ce que l'OTAN a peur de faire comme la guerre du Vietnam? L'OTAN n'était pas impliquée comme organisation pendant la guerre du Vietnam, c'était juste les États-Unis. Euh, c'est sûr que je pense que l'OTAN ne veut pas s'en mêler parce que, ben, plusieurs raisons. Là. Les États-Unis viennent de sortir d'une guerre en Afghanistan, une guerre d'usure de 20 ans, qui était largement impopulaire. Le retrait était aussi largement impopulaire. Et là, d'envoyer l'armée en Ukraine contre la Russie, alors qu'aux États-Unis, il y a clairement une partie de la population qui soutient en plus la Russie. Euh, je pense pas que les États-Unis peuvent s'embarquer là-dedans et veulent s'embarquer là-dedans. Et c'est surtout que si l'OTAN s'en mêle, comme je disais tantôt, ça va déclencher au minimum une guerre continentale. Donc, c'est pas souhaitable. C'est sûr que le Vietnam, c'est un. Bon, là, ça dépend des points de vue, là, mais c'est un bel échec qui a eu des répercussions pendant des dizaines d'années. Sur la politique américaine, mais aussi évidemment sur le territoire vietnamien. Donc, je ne pense pas qu'on a envie de s'enliser personne dans une guerre d'usure. Et Joe Biden, en fait, c'est intéressant parce qu'il a fait un parallèle dans son premier speech, euh, je pense la première journée ou la deuxième journée de l'offensive, où est-ce qu'il a dit que quelque chose comme la Russie pourrait potentiellement, c'est pas parce qu'elle va gagner du territoire rapidement elle va augmenter son contrôle ou elle va prendre le contrôle du pays. Là. Donc, un peu ce que je disais, c'est pas parce on va vaincre l'armée qu'on va prendre le contrôle. Donc, c'était une allusion directe à l'Afghanistan. Je pense que l'OTAN, de manière générale, s'attend à ce que la Russie se plante un peu elle-même en Ukraine. OK, ouais. Donc, c'est sûr que malheureusement pour l'Ukraine, si nous, on décide qu'on met des sanctions au plus sévères qu'on est capable de tolérer et qu'ensuite on tolère la guerre d'usure, ben, l'Ukraine va probablement prendre. Tu sais, ça pourrait durer encore des années, là. Mais ça a l'air d'être la tactique qu'on a adoptée pour l'instant. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'autres alternatives. Donc, si on ne veut pas faire une guerre, après ça, nos autres alternatives, c'est pas mal juste les sanctions. Donc, on les utilise déjà au maximum de notre capacité actuelle. On peut toujours les renforcer, mais c'est sûr que si on les renforce actuellement, je ne parle pas pour le Canada, mais il y a des pays qui vont avoir des répercussions beaucoup plus grandes. L'Union européenne va avoir des répercussions beaucoup plus grandes que nous. Là. Mais au pensée qui pose une question quand même intéressante aussi, ça rejoint un peu ce qu'on avait un peu le sujet de la guerre d'usure, justement. J'ai entendu des théories voulant que l'Ukraine pourrait être coupée en deux, un peu comme la Corée ou le Vietnam, entre la partie russophone et ukrainophone. C'est une possibilité selon Sophie où Poutine risque plus de continuer sa guerre d'usure.
C'est une possibilité qui est sur la table depuis 2014. Donc, Louhansk et Donetsk vont déclarer leur indépendance unilatéralement en 2014. Indépendance qui est au début pas reconnue par la Russie parce que la Russie n'est pas sûre à quel point elle veut s'enliser dans ce conflit-là. Mais on a quand même des zones distinctes. Donc, on a la Crimée, qui présentement est considérée comme russe, pas reconnue par la communauté internationale, mais pour la Russie, la Crimée est russe. On a les deux républiques de Louhansk et de Donetsk qui sont reconnues depuis peu comme indépendantes de l'Ukraine, mais pas reconnues au sein de la Russie. Donc, ils sont pas non plus liés entre elles. Donc, c'est deux territoires souverains. Un peu comme on va retrouver en Géorgie, donc l'Abkhazie et l'Ossétie qui ont déclaré leur indépendance chacun de leur côté. Donc, il y a plusieurs possibilités. La Crimée, dans les années 90, a signé un accord avec l'Ukraine comme quoi elle avait une plus grande autonomie, mais qu'elle restait dans les frontières ukrainiennes. C'est sûr que là, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus parce que la Crimée est passée du côté russe depuis 2014, même si ce n'est pas reconnu. Ça pourrait potentiellement arriver à Louhansk et à Donetsk, mais ça pourrait aussi devenir un conflit gelé où est-ce que ces deux républiques-là se considèrent indépendantes et le reste de l'Ukraine évolue vers une unité ou essaye de garder une unité. Donc, toutes les régions sauf les deux ici et la Crimée. Donc, c'est des possibilités. Ça se discute. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. Mais voilà, c'est toutes des possibilités. Là, pour l'instant, le statu quo fait que la Crimée serait du bord russe, que les deux, Donetsk et Louhansk, seraient indépendantes, rien de reconnu par la communauté internationale, et que le territoire ukrainien partirait serait le reste ici qu'on voit en blanc, en kaki et en bleu-vert. Sal Saxo 28 qui demande: qualifiez-vous que les raisons de la Russie d'envahir l'Ukraine soient valides, par exemple la dénazification de l'Ukraine et la menace de l'OTAN? Non, je vais développer. Menace de l'OTAN, j'en ai parlé un petit peu tantôt. La Russie dit que l'Ukraine va rejoindre l'OTAN. Elle ne souhaite pas que ça arrive. Mm-hmm. C'est vrai que l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, mais l'OTAN n'a jamais donné son aval pour que l'Ukraine rejoigne l'organisation et l'Ukraine ne rencontre pas les critères exigés pour adhérer au sein de l'organisation. Donc, les organisations internationales, que ce soit l'OTAN ou l'Union européenne, ont des critères de base à respecter avant d'accepter les nouveaux membres, notamment le respect des droits de l'homme, une économie qui est relativement solide. Dans le cas de l'OTAN, on s'attend à un certain niveau d'armée. Puis si on n'a pas le niveau d'armée, un budget alloué conséquent. Dans le cas de l'Union européenne, on s'attend dans les deux organisations, on s'attend à un niveau de corruption relativement bas, ce qui n'est pas le cas en Ukraine. Donc, on a beaucoup de critères à remplir. Donc, la Russie qui dit qu'elle ne veut pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, c'est vrai qu'elle ne veut pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, c'est vrai que l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN, mais ce n'est pas vrai que l'Ukraine était en train de rejoindre l'OTAN ou que ça se serait fait rapidement dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mm-hmm. Donc, on n'était pas rendu là. Donc, c'est une excuse que la Russie se sert. Est-ce que c'est valable? Je ne pense pas que la situation justifiait ça. Pour la dénazification, c'est complètement différent, mais il faut remonter à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Deuxième Guerre mondiale, la Russie se fait envahir par l'Allemagne nazie, en fait. Et en Russie, on appelle la Deuxième Guerre mondiale la Grande Guerre patriotique. Donc, on a une mobilisation comme on n'a jamais vu. Les hommes, les femmes, tout le monde met la main à la pâte pour battre l'Allemagne nazie. On la repousse jusqu'à Berlin. Et encore aujourd'hui, en fait, on a un traumatisme national de cette guerre-là, de la destruction qu'elle a engendrée, de la misère qu'elle a engendrée. Donc, Deuxième Guerre mondiale, on parle de 25 millions de morts en Russie. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup, effectivement. Oui, exact. Donc, on a ce traumatisme-là national. Et ce qui fait que quand on accuse quelqu'un d'être nazi en Russie, c'est probablement l'insulte suprême, en fait.
Donc, si on accuse le gouvernement ukrainien d'être nazi, c'est probablement la meilleure justification qu'on peut se servir pour se donner une légitimité d'envahir. Mais on revient encore au fait que la Russie se voit comme un défenseur ou en fait projette cette image-là à sa propre population. Est-ce que je pense que Vladimir Poutine, dans sa tête, est convaincu qu'il défend? Pas certaine, c'est un homme intelligent, mais je veux dire, c'est ce qu'on pousse en fait comme narratif. Et c'est pas la première fois là, qu'on s'en sert. Là. Donc, d'aller défendre des populations russophones, on s'en est servi en Géorgie, on s'en est servi en Moldavie, en Ukraine, d'accuser une nazification du régime. Il n'y a pas de nazification endémique en Ukraine. C'est sûr que malheureusement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore en fait, là, je veux dire des résidus nazis, là, mais on en trouve encore des nazis un petit peu partout dans le monde, malheureusement. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est imbriqué dans le système? Non. C'est sûr que si on cherche comme faux, ça se peut qu'on trouve que la cousine du voisin, du frère, de la belle-sœur d'un député ukrainien soit un nazi. Ça se peut. Mais est-ce que ça fait que cette personne-là est un nazi et va supporter des politiques nazies? Non, pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a une nazification endémique en Ukraine? Non. Est-ce qu'on se sert de ça pour se donner une légitimité? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un traumatisme national et qu'en Russie, ça résonne, cet argument-là va résonner beaucoup. On parle de nazis, nécessairement, on parle de se défendre. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on voyait la Russie, l'Union soviétique qui se défendait contre l'Allemagne nazie. Donc, on fait encore ces parallèles-là. Donc, c'est des parallèles qui reviennent et qu'on se sert parce qu'ils ont fonctionné historiquement. Mais est-ce que ça en fait des parallèles et des justifications légitimes aujourd'hui? Non. Mon avis. Très bonne réponse, très complète, encore une fois. Puis je trouvais ça intéressant, justement. Puis j'y avais pas pensé, j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai. Quand même, là, quand tu dis que la Deuxième Guerre mondiale, justement, ben, effectivement, avec tout l'impact que ça a eu, justement, autant au niveau statistique, au niveau, justement, moral et tout ça, là, sur la Russie, c'est clair, effectivement, que même encore aujourd'hui, c'est un élément qui les touche quand même beaucoup. Ça aide quand même à rassembler la population sous une volonté nationale de dire OK, ben oui, c'est beau, c'est justifié ce qu'on fait. Donc, ouais, très bon lien, vraiment, j'ai trouvé ça intéressant. Sal Saxo qui pose une autre question, justement, a dit Poutine est nostalgique de l'ère soviétique. Donc, moi, je le vois un peu comme une question est-ce qu'il est si nostalgique que ça de l'ère soviétique? Et aussi, elle demande pensez-vous qu'il pourrait attaquer d'autres pays comme la Moldavie? C'est une bonne question. J'ai pas de boule de cristal, fait que c'est sûr que c'est difficile de répondre. Je vais vous mettre une carte, par exemple, parce que c'est quand même intéressant. Donc, si on revient à notre carte de l'Union soviétique ici, on va y aller par élimination, parce que c'est plus simple. Les 3 pays, Estonie, Lettonie, Lituanie, c'est des pays qui font partie de l'OTAN. On va les appeler les intouchables parce qu'il y a 0 chance que la Russie puisse s'attaquer à l'OTAN. Donc, de déborder dans ces pays-là, c'est impensable. La Biélorussie, c'est déjà un puppet state, donc il n'y aurait pas nécessairement d'intérêt à l'envahir. On a déjà des élites au pouvoir qui font ce qu'on veut. La Moldavie, c'est probablement le seul pays par élimination où est-ce que la Russie pourrait décider d'aller, mais ils ont déjà une base en Transnistrie, peut-être, mais je vois pas l'intérêt. Quoique je vois pas non plus le endgame en Ukraine. Là. Mais tu sais, je pense qu'avant d'aller s'attaquer en Moldavie, ils ont le dossier ukrainien à régler. Puis comme j'essayais d'expliquer tantôt, il n'y a rien de simple à régler dans le dossier ukrainien. Mhm. Après ça, on voit ici tous les stans que j'appelle. Donc, les 5 républiques d'Asie centrale. Depuis les années 90, c'est des républiques ex-soviétiques qui ont évolué rapidement et différemment de la Russie. C'est des populations qui sont majoritairement musulmanes ou qui ne partagent pas la même religion, au moins que la religion orthodoxe en Russie. Et donc, je vous dirais, c'est des pays qui sont relativement stables. Pas que c'est des démocraties, des modèles de démocratie, mais c'est des pays où est-ce que c'est relativement stable là, depuis une trentaine d'années. Et
Ici, dans le Caucase, bon, ça a brassé en Géorgie, la situation s'est stabilisée depuis 2008. L'Arménie, c'est un allié incontesté de la Russie et l'Azerbaïdjan a sa propre crise à gérer parce que l'Azerbaïdjan et l'Arménie ont une région qu'ils contestent eux autres aussi. Donc, une région de l'héritage soviétique qui dure depuis 1991, qui s'appelle le Nagorno-Karabakh. Peut-être que vous en avez entendu parler, peut-être que non. Donc, par élimination, de dire que Poutine est nostalgique de l'ère soviétique, peut-être qu'il y a encore des poussées impérialistes, mais de reconstituer l'Union soviétique, un, je pense pas que c'est faisable. Deux, je pense pas qu'ils ont les moyens. Puis trois, tu sais, je veux dire, je vois pas les intérêts à aller dans plusieurs pays, dont notamment les Stans ici en Asie centrale, les Ouais. pays de l'OTAN, puis même le Caucase. C'est sûr qu'il y a des ressources, il y a du pétrole, mais la Russie a déjà toutes ces ressources-là décuplées. Donc, puis tu sais, c'est déjà des situations qui sont soit gelées ou soit stables. La logique dirait que non. Mais encore là, je ne peux pas dire qu'on est dans un scénario absolument logique présentement d'envahir l'Ukraine. Donc, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais c'est le plus proche que je peux y Ouais. répondre. Donc, on peut pas savoir précisément, évidemment, parce qu'on n'est pas dans la tête, évidemment, là, des représentants du gouvernement ni de Vladimir Poutine. Exact. Mais c'est sûr que dans la situation actuelle, comme tu dis, effectivement, il n'y aurait pas vraiment de gain tangible à vraiment vouloir peut-être recréer l'Union soviétique ou envahir vraiment plein de territoires pour les regérer un peu comme le faisait l'Union soviétique d'une certaine façon parce que ça leur ferait énormément beaucoup plus de territoires à gérer, beaucoup plus de population, de ressources dont ils n'ont pas forcément de besoin, comme tu dis. Fait qu'à ce moment-là, ça serait plus une gestion supplémentaire, si on veut, là, puis un fardeau de plus probablement là, que vraiment un réel gain, en fait. Ben, oui, mais tu sais, c'est pas juste ça, c'est que, tu Mhm. sais, on le voit qu'ils en ont déjà plein les bras avec leur dossier ukrainien. Ouais, Et probablement le pays le plus proche, je vais dire culturellement, de la Russie. Euh, ça- Tu sais, régler le cas de l'Ukraine, à moins qu'ils décident de se tirer dans plein de directions, mais tu sais, ça va déjà pas bien en Ukraine. Est-ce qu'on va ouvrir un autre front pour aller envahir un autre pays? Tu sais, la Moldavie, ils n'ont pas de frontière présentement avec la Russie. Fait que soit on part une offensive de la Transnistrie, ou soit on traverse par le sud l'Ukraine à partir de la Crimée pour se rendre jusqu'en Moldavie. Ça reste que c'est plusieurs centaines de kilomètres. Il n'y a rien de simple à cette offensive-là. On est encore au mois de mars, c'est encore l'hiver, le printemps arrive, le terrain ne sera pas nécessairement, je veux dire, ça ne sera pas un beau champ sec comme on voit au mois de juillet. Là, je veux dire, la situation est déjà difficile. Là, donc, on voyait les premières semaines d'offensive, il neigeait, il y avait, il y avait des tempêtes. Là, c'est la Russie, c'est l'Ukraine, là, c'est un peu le même principe qu'ici. Là. Donc, je comprends que le parallèle avec l'Union soviétique peut se faire un peu naturellement. Par contre, je pense qu'il faut rester prudent parce que c'est des contextes qui sont complètement différents, c'est des époques qui sont différentes. Les frontières ne bougent pas tant que ça. T'sais, comparé, mettons, à ce qui ont bougé après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Dans les années 90, avec la Yougoslavie puis la désintégration de l'Union soviétique, les frontières européennes ont un petit peu plus bougé, mais ça fait quand même pas loin de 30 ans que les frontières sont, 25 ans que les frontières sont relativement stables. Donc, je dirais que faire bouger des frontières dans un espace, l'Union soviétique, c'était 22 millions de kilomètres carrés. C'est pas simple, puis ça se fera pas rapidement, puis il va y avoir une opposition de la communauté internationale. Donc, avant de penser que ça pourrait déborder en dehors de l'Ukraine, je pense qu'ils en ont déjà plein les bras présentement. Et j'ai pas de boule de cristal, par exemple, fait que je peux pas le savoir. Mais voilà, je pense juste qu'il faut rester un peu prudent sur nos parallèles avec l'Union soviétique. ben, effectivement, tu as raison. Puis, il faut toujours remettre les choses en contexte puis prendre en compte, effectivement, les paramètres actuels. C'est sûr qu'on peut pas deviner comme tel. Comme je disais tantôt, on n'est pas dans la tête, là, justement, des acteurs principaux, là, justement, qui font ces moves-là. Mais je pense qu'à date, là, justement, tes observations sont assez bonnes.
Galgator qui demande plusieurs pays européens sont dépendants du gaz de la Russie. Qu'en est-il de l'Ukraine à ce sujet? Ouais, l'Ukraine est dépendante pour deux raisons. La première, parce que les oléoducs et les gazoducs passent sur le territoire ukrainien. Donc, l'Europe est dépendante de l'Ukraine pour ça, qui est dépendante de la Russie. Donc, l'Ukraine a besoin du gaz russe pour s'approvisionner et a aussi besoin de l'argent russe parce que la Russie passe des oléoducs, donc paye l'Ukraine pour pouvoir passer ces oléoducs-là. Donc, l'Ukraine a besoin de la ressource et de l'argent que le transport et la maintenance des installations requièrent de leur part. Donc, oui, l'Ukraine est dépendante de la Russie. C'est sûr que présentement, c'est difficile de savoir comment ça fonctionne, mais dans les années 2000, c'est arrivé à plusieurs reprises que la Russie a fermé le robinet pour faire pression sur l'Ukraine. C'est quand je disais qu'après la Révolution orange, la Russie mettait toute la pression qu'il était possible de mettre sur l'Ukraine, sur l'économie ukrainienne, pour se faire rembourser des dettes et pour vassaliser le régime. C'est exactement, c'est le genre d'exemple flagrant de ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé le gaz. Donc oui, l'Ukraine a besoin du gaz russe pour sa propre consommation, puis ils ont besoin aussi des allocations russes pour continuer de faire passer le gaz sur son territoire jusqu'en Europe. Ouais, donc c'est une affaire qui est quand même, dans ce contexte-là, c'est très délicat pour eux à gérer parce que ça pourrait basculer quand même assez rapidement, là, justement. Mais c'est vraiment intéressant le gaz parce que présentement, c'est une variable sur laquelle on a des informations, mais des informations partielles. Parce que présentement, je ne sais pas comment ça fonctionne, ce système-là, qui est en place depuis 30 ans, en fait. Là. Il y a Mhm. ces allocations-là qui sont en place depuis la désintégration de l'Union soviétique. Ouais. Mais là, on est dans une guerre. Est-ce qu'il y a encore ces échanges-là d'argent avec l'Ukraine? Parce que le gaz continue les oléoducs continuent de fonctionner, en fait, parce que le gaz se rend en Europe et il passe par là. Et les autres alternatives, c'est la Baltique. Il y a un oléoduc dans la Baltique déjà. Il y en avait un deuxième en construction, le Nord Stream 2. Peut-être que vous en avez entendu parler. L'Allemagne l'a suspendu. Donc, on était censé ouvrir un autre robinet dans la Baltique qui n'est pas ouvert. Donc, présentement, on a encore besoin du gaz qui passe par l'Ukraine. On est en guerre. Et je suis incapable d'avoir du data là-dessus, évidemment, parce qu'il n'y a pas de data qui sortent. Mais selon les données, ça passe encore. C'est intéressant quand même. C'est comme si le gaz et le pétrole étaient complètement à part de toute cette guerre-là. Ouais, exact. Puis ben, justement, par rapport à ça, il y avait Ariansky, qui demandait est-ce que Vladimir va arrêter de fournir du gaz s'il ne reçoit pas ses paiements en roubles ou est-ce que c'est du bluff? Bonne question. Dur Il à l'a déjà savoir. fait. Il l'a déjà fait. Pas pour cette raison-là, mais il l'a déjà fait pour mettre de la pression sur l'Ukraine, pour mettre de la pression sur l'Europe aussi, là, tout dépendant. Mais il ne l'a jamais fait de manière définitive. Ouais, Mais il choisit ses moments. Il le fait en plein milieu de l'hiver, quand il fait fret, dans le temps des fêtes. c'est ça. Donc oui, ils l'ont fait là, dans les années, début des années 2000. Ça ne s'est pas fait pendant les années 90. Début des années 2000, il l'a fait. Jusqu'en 2008-2009, ils l'ont fait à quelques reprises. Donc, peut-être qu'il peut s'en servir. En même temps, la Russie, avec les sanctions, est de plus en plus dépendante de ses revenus provenant des hydrocarbures. Fait que ça peut être une menace, mais ça peut être un couteau à deux tranchants. Parce que si l'Europe n'a plus son gaz, c'est sûr que ça va être problématique en Europe, mais ça va être problématique en Russie aussi parce qu'ils n'auront plus l'argent qui va rentrer. Et c'est des milliards qui rentrent. Donc, quand déjà, on n'a plus accès à nos réserves parce qu'ils sont gelés à l'international, et la Russie avait quand même prévu au-dessus de 600 milliards de réserves. Là. C'est énorme. Donc, la Russie était prête à faire face à des sanctions. Mais là, ces réserves-là sont gelées à l'international. On n'est pas capable d'y avoir accès. On a des sanctions qui sont de plus en plus sévères. Les oligarques n'ont plus accès à leurs comptes. On est banni de SWIFT. Donc, l'argent, c'est difficile de la faire rentrer. Est-ce qu'on peut vraiment se servir de ça? C'est une bonne question. Je dirais que de manière. Oui, notre réflexe, ça peut être de se dire la Russie va s'en servir. À l'inverse, l'Europe peut faire tapeux. Parce que si vraiment tu t'attaques à ça, l'Europe va peut-être se revirer de bord un petit peu plus rapidement que la Russie. Parce que si la Russie veut revendre son gaz, il faut qu'elle ait les installations pour le vendre ailleurs.
Fait que, c'est des installations qui coûtent des milliards de dollars à installer et qui prennent des années à installer aussi. Donc, la Russie ne pourrait pas juste dévier son gaz vers d'autres pays comme ça, alors que l'Europe ne peut pas non plus se passer de tout le gaz russe. Fait que je pense que c'est. Il y a comme. C'est difficile à dire. Pour l'instant, ça a l'air d'être un peu sur le statu quo. Puis je ne suis pas sûre que personne n'a vraiment envie de s'attaquer à ce secteur-là pour l'instant. Puis, ben, justement, pendant que je t'écoutais, il y avait une question qui m'était venue à l'esprit, mais souvent, on a parlé un peu à date, là, justement, des différents points de désinformation qu'il y a eu dans les médias par rapport au conflit. Puis, justement, une des phrases que j'entends très souvent ces temps-ci, c'est que on le voit autour de nous en ce moment, le prix du gaz a énormément monté. Puis, ben, des fois, j'entendais des commentaires de dire ah, c'est à cause de la guerre en Ukraine. Mais c'est-tu vraiment à cause de la guerre en Ukraine? Je suis pas convaincu de mon côté. Ben, c'est ça la justification qu'ils nous donnent. Mais ça s'est fait beaucoup trop rapidement pour que ça soit vraiment la guerre qui a causé l'augmentation. Ouais, La guerre a justifié l'augmentation. Donc, les pétrolières ont jacké leur prix vraiment rapidement. ok, ouais. Mais je veux dire, ce gaz-là était, l'essence était déjà arrivée ici, là. Puis, tu sais, je veux dire, nous, on n'en importe pas de pétrole russe. La dernière fois qu'on en a importé, c'était en 2019. Et c'était 3% de nos importations qui provenaient de la Russie, alors que c'est 75 qui viennent des États-Unis. Ouais, exact. Puis les États-Unis sont presque autosuffisants sur leur consommation de pétrole. Donc, est-ce que le fait que nous, on paye cher présentement, c'est causé par la guerre, c'est justifié par la guerre, mais je ne pense pas encore là que cette justification-là soit légitime. Malheureusement, on n'a pas de levier. Et si l'Europe décide d'acheter plus de pétrole, par exemple, aux États-Unis, essayer de se dissocier de la Russie tranquillement, bien, c'est sûr que les prix vont rester élevés parce que ça va créer. C'est le concept de l'offre et la demande. Donc, il va y avoir plus de demandes que d'offres si on essaye de se passer du pétrole russe. Présentement, on ne peut pas. Puis, c'est sûr que pour deux raisons, en fait. Les hydrocarbures étaient déjà en train de remonter. Donc, la première raison, c'est parce qu'avec la pandémie, ça l'a ralenti naturellement. Et là, on reprend progressivement notre rythme de vie d'avant la pandémie. Donc, il y a une demande plus élevée pour les hydrocarbures. Donc, il y a plus de vols d'avion, il y a beaucoup plus de déplacements. Moi, je me déplace plus présentement que je me déplaçais en avril 2020, évidemment. Donc, il y a une augmentation naturelle post c'est pas terminé, là, mais vers la fin de la pandémie. Et il y a aussi qu'on se rappelle, en fait, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais moi, je me rappelle, en 2020, il y a eu une guerre des prix au sein de l'OPEP. Donc, des pays comme la Russie, l'Arabie saoudite, l'Algérie ont décidé qu'ils essayaient de sortir des compétiteurs du marché pétrolier. Et il y a des pays comme nous, ou certaines régions aux États-Unis, où est-ce qu'on produit en fait de l'essence, du pétrole, uniquement quand quand le baril se vend à un certain prix, parce que sinon, on n'est pas rentable. Donc, en 2020, ils ont fait cracher le prix du pétrole. Donc, c'est pour ça qu'on s'est mis à payer du 75 sous le litre, parce qu'ils ont défoncé leur quota carrément pour, excusez mes anglicismes, mais flooder le marché et sortir des compétiteurs du jeu. Donc, nous, on a des champs pétrolifères, nos sables bitumineux qui sont complètement arrêtés depuis 2020 et qu'on ne repart pas ou qu'on fait fonctionner minimalement ou vraiment la majorité sont complètement arrêtés parce que sinon, on produit à la perte. Donc, une solution, ça serait de peut-être repartir ces sables bitumineux-là, mais il faut que le baril de pétrole reste cher pour qu'on soit rentable. Donc, le prix à la pompe risque de rester élevé, même si on décide qu'on le produit nous-mêmes et qu'on essaye d'importer le moins possible ou de réduire nos importations, par exemple, qui viennent des États-Unis. Parce que les États-Unis aussi, ils ont des champs pétrolifères qui ont arrêté. Il y en a qui poursuivent encore parce qu'ils sont rentables, mais les exploitations qui sont les plus dispendieuses, ils les ont arrêtés eux autres aussi. Fait qu'il va falloir repartir cette machine-là probablement pour essayer de s'autosuffire le plus possible ou de réduire notre dépendance, mais ça implique quand même que le prix à la pompe va rester élevé pour nous. Je suis vraiment désolée pour tous ces détails-là, mais voilà, ça part de loin les hydrocarbures. Ouais, effectivement. Puis, ben non, mais c'est ça, c'est des détails justement qui sont vraiment intéressants pour mieux comprendre
Puis peut-être enlever l'idée, là, justement, à quel point ben, la guerre en Ukraine est centrale à l'augmentation du prix du pétrole, ce qui est en fait pas vraiment le cas. Fait que, Ben, ouais, tu sais, c'est sûr que les pétrolières, ils ont le gros bout là-dessus. Fait qu'ils ouais, s'attendent à une hausse de la demande si on essaye de se passer du pétrole russe. Donc, c'est ça, c'est comme une hausse ils en ont prévision de. augmenté. C'est ça, ils ont augmenté les prix, en fait, avant que cette demande-là s'ajuste. Donc, on a des impacts avant que les vrais impacts arrivent. Exactement, c'est ça. Youcomics qui demande avec la guerre, le prix du blé commence à augmenter en Europe. Les deux pays étant le grenier de l'Europe et les premiers exportateurs, comme c'est la base de l'alimentation mondiale, n'est-ce pas aussi un poids dans les négociations du côté russe? C'est une variable qui a jamais, non pas qui a jamais été considérée, elle a été considérée dans le temps de l'Afghanistan. Euh, Ça vient d'arriver un peu sur la table des négociations, ça, parce que l'Ukraine produisait énormément de blé. La Russie aussi produit énormément de blé. Là, est-ce que les est-ce on va bouder ou on va snobber un peu le blé russe? C'est une bonne question. C'est en développement, en fait, la question du blé. C'est sûr que nous, OK. on n'en importe pas. Donc, peut-être qu'on va réussir à tirer notre épingle du jeu si on est capable d'exporter, mais c'est en développement, ça va être, ça, c'est certainement à surveiller comme dossier. Ça pourrait causer peut-être une hausse de la demande en Europe, une hausse des prix. Si on a une baisse de l'offre, évidemment, euh, c'est à surveiller. Pour l'instant, c'est absolument pas réglé ce dossier-là. Il fait juste commencer, j'ai l'impression. Il y a une question que j'ai skippée dans le chat, c'est vrai, de la part de Malvinia qui demandait le régime de Vladimir Poutine se classe où? Puis ça, c'est pas évident à répondre, là, c'est quand même pas mal de paramètres, puis parce que c'est différent d'un pays à l'autre, mais elle se demandait en fait où le régime de Vladimir Poutine se situe sur le spectre gauche-droite. Euh, c'est une très bonne question. Ouais, c'est ça, je l'ai lu moi aussi, puis j'étais comme C'est, hmm. je dirais centre-gauche. OK. C'est très loin d'un régime communiste, mais je pense pas. C'est difficile de répondre parce que, tu sais, comme là, on va tomber plus un peu dans mon personnel à moi, mais je trouve qu'il y a de la bonne gauche, de la bonne droite, de la mauvaise gauche, de la mauvaise droite. Là. Mais tu sais, je dirais il y a des pays, des démocraties socialistes qui fonctionnent extrêmement bien. Par exemple, le Danemark, la Finlande, la Norvège. Ça reste des monarchies constitutionnelles, mais ça reste qui ont des programmes sociaux en place qui sont absolument incroyables et Ouais, qui exact. fonctionnent tellement bien. Euh, Puis ça, je dirais que c'est de la bonne gauche. Mais tu sais, on n'est pas proche du spectre communiste comme on entend pas, tu sais, comme les États-Unis pensent. Là, okay? On n'est pas du tout vers là, on n'est pas proche du tout. En Russie, il y a quand même des programmes sociaux qui, qui sont bien. Par contre, c'est sûr qu'on n'a pas un index de démocratie euh, qui est satisfaisant. Donc, je dirais que si on se concentre exclusivement sur une échelle sociale, on est un petit peu plus à gauche, évidemment. Euh, mais tu sais, c'est sûr qu'une autocratie, dans un point de vue démocratique, c'est pas de la gauche politiquement. Je ne sais pas si je suis capable de bien m'exprimer. Là. C'est super difficile. On n'est pas proche du régime communiste. On est quand même plus à gauche que le centre. Je peux pas être plus précise, mais je pense pas que c'est de la gauche. Je pense pas qu'on peut définir le régime en place présentement comme une bonne démocratie socialiste. Là. Certainement, il faut enlever démocratie de l'équation. Ouais, exact. Mais Puis, tu sais, on a quand même des programmes sociaux. Là. Tu sais, il y a des ouais. régimes de pension qui ont été ajustés, mais quand même, on a des régimes de pension, on a de l'assurance, on a un système de santé universel. Mais ça reste globalement qu'on a des bonnes bases, mais là, après ça, comment on va les utiliser, ces bases-là, c'est plus difficile. Puis, ben, justement, on vient d'avoir un commentaire dans le chat. Quelqu'un qui dit un prof de sociaux disait qu'il y avait trois axes gauche-droite. L'axe économique, donc communisme versus capitalisme. L'axe démocratique, démocratie directe versus dictature. Et l'axe des valeurs, valeurs libérales, valeurs conservatrices. De ce que je me souviens de mes cours d'histoire politique que j'avais eu au baccalauréat, ça ressemble à peu près à ça aussi de ce que je me souviens. Encore là, on a ces trois axes-là, mais d'un pays à l'autre, comme on vient d'énumérer avec les exemples que tu as nommés ça va varier vraiment beaucoup là, d'un pays puis d'un continent à l'autre. Comment ces axes-là vont se concrétiser. Donc, effectivement, comme tu dis,
on peut voir des similitudes avec l'un ou l'autre de ces axes-là, puis l'un de ces parallèles-là dans ces 3 axes, mais vraiment de le qualifier dur comme fer, là, effectivement, c'est vrai que ça porte beaucoup à interprétation quand même. Puis il y a beaucoup aussi, hem, de contradictions, je pense, je pense pas que c'est exclusif à la société russe, là, mais tu sais, par exemple, on a eu, une aversion de la religion pendant l'Union soviétique et la religion, normalement, est vraiment associée au conservatisme et à la droite. On a quand même une certaine recrudescence de la religion en Russie dans les 30 dernières années, moins chez les jeunes, là, mais chez les personnes âgées, qui est quand même associée à la droite. Mais la Russie, c'est pas un pays normalement qu'on va associer naturellement à la droite. On va l'associer au communisme, on va l'associer à la gauche vraiment pure et dure. Exact. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de contradictions aussi. Sur la question des droits de l'homme, là, évidemment, la Russie n'est pas reconnue pour, euh, pour son égalité entre les sexes ou l'égalité ou en fait les droits LGBTQ. Donc encore là, ça c'est plus des tendances un petit peu de droite, mais c'est pas la position qu'on aurait donnée naturellement à la Russie. Donc je pense que comme dans toutes les sociétés, on va retrouver des contradictions, puis on va avoir du conservatisme et du libéralisme, tout dépendant. Tu sais, je veux dire, la Russie, c'est un pays économiquement qui est beaucoup plus interventionniste, qui est beaucoup plus qui va nationaliser des grandes compagnies, qui va essayer de redonner aux Russes moyens, en tout cas sur papier. Euh, donc, c'est sûr que quand on retrouve des valeurs, justement, qu'on qualifierait peut-être plus de droite, ça peut avoir l'air de contradiction, mais je ne crois pas que ça soit exclusif à la Russie. Là. Je ne sais pas si ça répond à la question. Pour ma part, oui. Puis j'ose croire que justement, dans le chat aussi, ça répond bien. Secret Cat Base qui demandait si l'Ukraine accepte le cessez-le-feu en échange de céder le Donbass et ne pas rejoindre l'OTAN pour sauver la population, n'est-ce pas équivalent à donner la permission à la Russie de réattaquer dans quelques années? C'est intéressant ça. On peut, on peut essayer de voir qu'est-ce que ça a eu lieu, qu'est-ce qui a eu lieu en fait en Géorgie puis en Moldavie. Euh, on n'a pas beaucoup de précédents historiques pour nous dire, pour prévoir ou pour nous aider à prédire la suite. Ça dépend. En même temps, l'Ukraine a rendu ses armes nucléaires, puis ça a pris comme une vingtaine d'années avant que ça bouge. Donc, Mhm. peut-être que ça pourrait se stabiliser. Il y avait, je dévie un petit peu, mais moyen. J'étudie en Belgique, dans le fond, comme on a dit au début du podcast. Et en 2018, j'ai participé à une table ronde à un moment donné. Il y avait des chercheurs un peu partout, en fait, de tous les horizons en Europe. Et on discutait justement d'une sortie de cette crise-là. Et il y avait quand même une option où est-ce que la Russie pouvait racheter la Crimée à l'Ukraine. Tu sais, donc, Ah ouais, OK. oui, c'est ça. Et en relations internationales, là, on parle de réel politique pure et dure, là, de vraiment, tu sais, de- on essaye chacun de tirer notre épingle du jeu, mais c'est comme j'ai essayé de l'expliquer un peu plus tôt, l'Ukraine est un pays avec une économie qui est fondamentalement, en fait, qui ne va pas bien. Là. L'économie de l'Ukraine est extrêmement difficile depuis 30 ans. Donc, c'est sûr que si, par exemple, la Russie, qui a 600 milliards, disait à l'Ukraine, mettons que je te vire 50 milliards contre la Crimée. Fait que, il y a plusieurs alternatives qui se discutent. Fait que j'imagine que c'est sûr que ça, c'est pas le genre de deal qu'on entendrait parler parce que ni la Russie ni l'Ukraine ont intérêt à ce qu'on entende ce genre de deal-là, surtout s'ils acceptent. Mais il y a plusieurs possibilités, je pense. Puis c'est peut-être que la Russie le verrait comme une opportunité pour refaire la même chose ou remettre de la pression ou refaire des menaces dans plusieurs années. Mais peut-être que la Russie aussi
je veux pas dire pourrait apprendre de ce qui est en train de se passer, mais peut-être que la Russie va avoir besoin aussi de plusieurs années pour se remettre des sanctions économiques et redresser son économie et s'adapter et trouver des nouveaux partenaires. Tu sais, si dans les prochaines années, l'Europe accélère son tournant vers l'énergie verte et qu'on se passe de plus en plus des hydrocarbures russes, ben, il va falloir que la Russie réoriente aussi son économie. Donc, peut-être que la Russie a intérêt aussi à sortir de cette crise-là. Puis ça ne veut pas dire, en fait, que la Russie va annexer le Donbass, qui est Donetsk et Louhansk, en fait, là, cette Ouais. région-là. Donc, tu sais, ça se peut qu'ils restent au sein de l'Ukraine avec un statut d'autonomie ou qu'ils deviennent indépendantes ou qu'on reste dans une situation de conflit gelé où est-ce qu'il y a un cessez-le-feu avec l'Ukraine et la Russie, que la Russie se retire, mais que la situation dans le Donbass ne soit pas réglée. C'est des théâtres qui sont différents. Ça ne Que veut ce pas soit dire un qu'ils peu vont un se statu régler en quo, même finalement. temps. Oui, ça ne veut pas dire qu'ils vont se régler en même temps. On pourrait régler le cas de la Crimée puis régler le cas du Donbass plus tard ou pas le régler pantoute. C'est des dossiers qui sont en cours, c'est des dossiers qui sont intéressants. J'aimerais ça vous dire comment ça va finir. Ça m'intéresse, moi aussi, mais j'en ai aucune idée. C'est encore en cours de développement, puis en ce moment, on ne peut qu'observer là, justement comment tout ça va se développer. Norm Ferguson qui demande: penses-tu que l'OTAN et les États-Unis ont sanctionné la Russie pour bien paraître, car je crois qu'ils n'ont aucun intérêt en Ukraine et qu'ils font juste modérer les ardeurs de Poutine? Bien, l'OTAN, c'est 30 pays, dont des pays qui ont des intérêts en Ukraine. Mhm. Donc, c'est sûr que les États-Unis ont leur mot à dire parce qu'ils fournissent la majorité du budget de l'OTAN. Mais s'ils veulent conserver leur organisation internationale, il faut qu'ils écoutent toutes les voix au sein de l'OTAN. Et au sein de l'OTAN, il y a des pays qui réclamaient depuis longtemps une présence militaire américaine, une présence de l'OTAN beaucoup plus accrue. Donc, par exemple, la Pologne, la littérature qui vient de la Pologne, en fait, là, depuis carrément la désintégration de l'Union soviétique et même avant ça, la Pologne ne voulait pas faire partie du pacte de Varsovie, a toujours voulu être indépendante et se tourner davantage vers l'Europe. Les pays baltes, même chose, les pays baltes étaient indépendants avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été envahis par l'Union soviétique. Ils ont été, évidemment, ils ont été au sein de l'Union soviétique jusqu'en 1991. Mais c'est des pays fondamentalement qui voulaient se tourner vers l'Europe et qui ont rejoint l'OTAN. Donc, ça fait partie de la game que quand l'OTAN accepte de s'étendre à ces pays-là, bien, on accepte aussi de prendre en compte, euh, pas leurs problèmes, mais leur situation et leur point de vue. Donc, il y a beaucoup de pays qui vont justement militer pour une présence militaire plus importante en Europe de l'Est parce qu'on a peur de la Russie, même si juste d'être sous le giron de l'OTAN, c'est une protection en soi. La Pologne demandait cette présence militaire-là. Tu sais, la Slovaquie, plus différemment, là, mais je veux dire des pays comme la Slovaquie qui ont une frontière avec l'Ukraine aussi, des frontières, la République tchèque, la Roumanie, tu sais, c'est des pays que présentement se rendent plus compte peut-être de l'importance des organisations internationales, même si ce n'est pas tous ces pays-là qui vont être défendus, par exemple, si il arrive une évasion, puis je pense pas que ça va arriver, là, mais non, les États-Unis ont probablement pas nécessairement beaucoup d'intérêt en Ukraine, mais leurs alliés ont des intérêts et le système d'alliance fait que si tes alliés ont des intérêts en Ukraine ou des intérêts avec la Russie, ben normalement, tu t'es engagé au sein de ton organisation internationale à défendre ces intérêts-là. Ouais. C'est un peu le principe de base de l'OTAN à sa création, là, justement. Oui, exactement. Mais c'est sûr que pour nous, quand on parle de la Russie, le Canada, particulièrement, on doit être un des pays qui a le moins de liens économiques avec la Russie, là. Donc, on Exact. parle d'à peine une coupe de milliards d'échanges par année. C'est ça. Fait que c'est sûr que nous, quand on met des sanctions, c'est beaucoup plus symbolique. Juste Tu pour sais, suivre un peu le mouvement, là, finalement. oui, exactement. Notre impact il est minime. Puis on a mis des sanctions, puis on a une communauté ukrainienne au Canada qui est quand même très importante. Et Ouais, c'est c'est vrai. une bonne chose que le gouvernement canadien, en fait, témoigne son support auprès de la communauté. Malheureusement, les liens qu'on a avec la Russie sont tellement faibles que nos sanctions n'ont presque pas d'impact. Mais on le Exact. fait parce que c'est important pour nous, puis c'est correct. Mais c'est pas nous qui va avoir le plus d'impact. Puis les États-Unis vont en avoir un, mais beaucoup moindre que l'Union européenne. Donc, tu sais,
dans l'OTAN, au sein de l'OTAN, c'est l'Union européenne présentement qui a le plus gros fardeau du côté des sanctions. Donc, les États-Unis, quand on parle de sanctions à l'international, ont toujours pressé l'Union européenne pour mettre plus de sanctions contre la Russie, pour mettre plus de sanctions sur l'Iran, par exemple. Puis la situation européenne fait que eux, ils sont beaucoup plus proches, ils partagent des ressources, le commerce est bien plus important. Puis les Européens sont beaucoup plus prudents sur leur utilisation de sanctions que les États-Unis le sont historiquement, surtout depuis la fin des années 90. Puis, tu sais, je veux dire, moi, dans tous les régimes de sanctions que j'étudie, je vois cette dichotomie-là entre les États-Unis et l'Union européenne, où est-ce qu'on n'est pas du tout à la même vitesse sur les sanctions, qu'on n'a pas les mêmes attentes non plus. Puis je pense qu'on le voit encore aujourd'hui, où est-ce que l'Union européenne, tu sais, les États-Unis ont dit, OK, on arrête d'importer du pétrole. Oui, oui, OK, mais c'est 3 de tes importations. Eux, c'est 26. Exact. Tu arrêtes d'importer du gaz. T'as peu, c'est parce que t'en importes pas. La proportion n'est pas la même du tout, là. Non, exact. Fait que, tu sais, je pense qu'on fait des beaux gestes symboliquement, mais c'est pas nous qui met la pression la plus grande. C'est clairement l'Union européenne ou les membres européens de l'OTAN, tout dépendant quelle organisation internationale auquel on fait référence. Là. Mais voilà, je me suis vraiment étendue sur cette question-là, mais les États-Unis vont défendre les intérêts de leurs alliés en Europe. Ça fait partie du deal. Mais on pensait qu'il revient un peu sur justement les frontières de l'ex-URSS, puis je trouve sa question quand même vraiment intéressante. Il dit, parlant de frontières, comment ont été déterminées les frontières des pays de l'ex-URSS? Et deuxième temps, sa question, il demande comment ont été déterminées lesquels restaient dans la Russie ou devenaient indépendants. C'est vraiment intéressant. Donc, les frontières de l'Union soviétique ont été, c'était des frontières qui étaient initialement administratives. Donc, dans le temps de l'Union soviétique, on parlait de la République socialiste soviétique d'Ukraine, la République socialiste soviétique d'Estonie, par exemple. Puis, c'était des administrations. Donc, la Russie, avec les frontières qu'on connaît aujourd'hui, était une seule province au sein de l'Union soviétique. L'Ukraine, qu'on connaît aujourd'hui, était une province au sein de l'Union soviétique. Et sur ces frontières-là, il y a une anecdote, et je ne dis pas ça dans le sens drôle, mais je veux dire un épisode anecdotique qui s'est passé avec l'Ukraine et la Crimée en 1954. Donc, la Crimée, initialement, était sous administration russe entre 1922, donc mise en place de l'Union soviétique, 1924 et 1954. En 1954, je vais vous remettre une carte parce que c'est plus facile de comprendre. Donc, la Crimée est ici. Elle a un lien territorial, elle a un lien, en fait, par la terre avec l'Ukraine. La Russie, qui est ici, il y a un détroit ici, qui s'appelle le détroit de Kerch, me semble. Et il n'y a pas de lien physique entre le territoire russe, qu'on connaît aujourd'hui, et la Crimée. Donc, en 1954, le secrétaire de l'Union soviétique, c'est Nikita Khrouchtchev, et il décide qu'il va faire passer la Crimée sous contrôle de Kiev parce que c'est beaucoup plus simple d'un point de vue logistique d'approvisionner la Crimée par l'Ukraine que par la Russie. Moscou est beaucoup plus loin que va l'être Kiev. Et quand l'Union soviétique se désintègre en 1991, on prend ces frontières administratives-là pour définir les frontières des nouveaux pays. Par contre, ces frontières-là n'ont jamais été pensées pour être des frontières de pays indépendants et c'est pour cette raison-là qu'on se retrouve avec des pays comme là, on voit l'Ukraine, où est-ce qu'on a des Russes du côté ukrainien et, par exemple, des ukrainophones du côté russe. Donc, c'est un peu comme quand on a fait, c'est différent, mais comme quand on a dessiné la carte de l'Afrique, on ne s'est pas intéressé à savoir c'est qui le monde qui vivait. Nous, on a fait des beaux carrés. Exact. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Russes dans d'autres républiques. C'est parce que ces républiques-là ont été pensées d'un point de vue administratif et pas dans l'optique que ces pays-là seraient éventuellement indépendants souverains et donc des frontières vraiment nationales. On comprend un peu mieux le mix, là, justement. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment une bonne question sur les frontières parce que ça a causé des problèmes. Ça a causé des tensions pendant les années 90 et ça en cause encore. Et ces frontières-là en ont causé aussi, là, je vous disais tantôt,
entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on a une frontière ici, mais on a une zone qui est présentement du côté de l'Azerbaïdjan que l'Arménie considère comme arménienne depuis la désintégration de l'Union soviétique. Oh, OK, ouais. C'est la région que j'ai fait référence tantôt brièvement, le Nagorno-Karabakh. Mhm. Donc, on a cette région-là qu'au sein de l'Union soviétique, on savait que déjà, ça pouvait être potentiellement un problème, mais comme on était le même pays, on était capable d'avoir une situation relativement stable. 91, on se retrouve avec des pays qui sont indépendants. Cette région-là est du bord de l'Azerbaïdjan. L'Arménie fait, ben non, elle devrait être de notre bord ou dans le milieu. T'sais. Et là, on parle de redessiner les frontières. C'est pas fait. C'est pas encore fait. Donc, c'est une situation qui dure depuis 1991. Et il y a des pays aussi comme l'Estonie et la Lettonie, surtout où est-ce que les Russes représentaient 50 les russophones, 50 de la population. Donc, à l'extérieur des frontières de la Russie, il y a des Russes partout. Il y en a en Biélorussie, il y en a en Ukraine, il y en a dans des régions de la Géorgie qui sont en conflit gelé. Au Kirghizistan, au Kazakhstan, là, je pense que c'est encore une langue officielle, le russe, parce que justement, il y a des Russes à l'extérieur des frontières de la Russie qui se sont déplacés au sein de l'Union soviétique. Donc, les frontières, ça a causé beaucoup de problèmes. Il y a certains pays où est-ce que ça en cause encore, il y a certains pays où est-ce que ça en cause moins. Mais tout dépend. Il y a eu des up and down sur les frontières et sur la langue a causé des problèmes aussi à certaines périodes depuis la désintégration de l'Union soviétique dans certains États. Merci beaucoup pour la réponse. Il y avait Phoenix aussi parce que dans un live précédent, en fait, dans les dernières semaines, j'ai animé ma revue d'actualité. Puis dans les actualités que j'ai traitées, que j'ai commentées, il y avait justement un retour historique sur l'Holodomor dans les années 30, la grande famine là, justement qu'il y avait eu en Ukraine. Puis Ouais. là, ben, justement, j'en avais parlé, j'avais parlé un peu de l'événement, qu'est-ce qui s'était passé, les statistiques et tout. Puis Phoenix, justement, demandait personnellement, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ces régions sont pro-russes, vu la famine qu'on a vue l'autre jour sur cette chaîne, donc qui parle d'ici. Mais en fait, ce que tu viens de montrer en réalité, c'est que les régions où il y a des mouvements pro-russes, c'est que c'est pas des régions qui ont été touchées par l'Holodomor, en fait. Ben, oui et non, mais les populations, ils ont beaucoup bougé aussi. Mhm. C'est comme l'Holodomor dans les années 30 versus les frontières ukrainiennes qui se sont dessinées à la suite de la désintégration de l'Union soviétique en 91. Il y a des générations, puis ça a beaucoup bougé. Ah oui, c'était pas les mêmes qu'à l'époque, ben ouais. Non, exactement. Mais c'est sûr que pour l'Ukraine, on parlait de traumatisme national tantôt en Russie avec la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique, le nazisme. C'est sûr qu'en Ukraine, cette famine-là est encore aussi je sais pas si je le qualifierais de traumatisme national, mais je veux dire, on ne l'a pas oublié, cette famine-là. Là. Non, Donc, c'est sûr. on ne pardonne pas les Russes d'avoir annexé l'Ukraine et d'avoir, en fait, l'Union soviétique, en fait, d'avoir pris le contrôle de l'Ukraine et d'avoir fait souffrir les populations. Mais les populations ont bougé. Donc, ça ne veut pas dire qu'en 1930, c'était les mêmes populations que les populations qui sont sur ce territoire-là aujourd'hui. Au sein de l'Union soviétique, c'était pas des pays indépendants, fait qu'on pouvait bouger, puis ça a bougé. Je veux dire, l'armée rouge, l'armée soviétique a occupé ces pays-là de manière massive pendant toute la période de l'Union soviétique. Donc, il y a eu des déplacements de population. Nous, nos militaires bougent des fois. Les militaires en Russie bougeaient aussi. Il y a des mouvements de population, il y a des familles. La Deuxième Guerre mondiale, les gens se sont relocalisés aussi. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements de population. Je ne pourrais pas être plus précise que ça, par exemple, parce que je ne suis pas une spécialiste des mouvements de population. Mais c'est sûr que la population de 1930 qui a vécu l'Holodomor en Ukraine versus les populations qui sont là aujourd'hui, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes. Donc, peut-être qu'il y a plus de régions qui sont sensibles. Peut-être qu'il y a des régions qui sont encore plus sensibles. Peut-être qu'il y a des régions qui sont moins sensibles. Mais voilà, je ne pense pas qu'on peut voir un lien de causalité direct avec ça. Il y a très intéressant, vraiment, là, je n'avais pas réalisé que effectivement, c'était pas du tout les mêmes frontières en 1930 versus justement avec le démantèlement de l'Union soviétique, puis que ça avait tellement bougé que justement, là, c'était dur de faire un parallèle direct, puis vraiment,
de se demander pourquoi, là, justement, il y a des pro-russes malgré tout dans ces régions-là. Très intéressant. Encore une fois, merci. Le grand mystère qui a mis un. Il a pris le temps d'écrire un beau gros paragraphe, fait que je vais prendre le temps de te le lire. C'est un commentaire intéressant, là, justement, sur la langue russe. Le grand mystère, d'ailleurs, petite parenthèse comme ça, qui a été un de mes invités de podcast il y a une couple de mois de ça. C'est un des streamers que je te parlais, là, justement, qui travaille dans le milieu brassicole, là, justement. Il dit: «Il y a quelques années, j'ai travaillé fort à apprendre la langue pour être capable d'échanger plus simplement. Notre vision du monde est influencée par les langues que l'on parle et je me suis rendu compte que c'était très difficile d'apprendre à conjuguer les verbes parce qu'ils sont vraiment sertis dans la langue et les règles sont pratiquement impossibles à maîtriser sans une immersion complète.» Je trouvais que c'était une belle complexité qu'il dit. Ouais, oui, j'ai fait un certificat en études, russes à l'Université Laval, pourquoi pas et c'est difficile la langue russe, donc d'abord, on Ouais, repart avec un nouvel alphabet, donc c'est sûr que ça, c'est tu sais, comme par exemple, quand on essaye d'apprendre, l'espagnol ou l'anglais ou même l'allemand, tu sais, on va avoir des changements dans des lettres un petit peu, mais globalement, c'est le même alphabet. exact. En Russie, la première difficulté d'abord, en fait, le russe, c'est qu'il faut apprendre l'alphabet d'abord. Et ensuite, les conjugaisons ne fonctionnent pas pantoute comme ici. Donc, ce n'est pas les mêmes temps et tout se décline. Donc, les noms s'accordent, les verbes s'accordent, les adjectifs s'accordent. Donc, ouais, c'est vraiment difficile. Donc, c'est sûr qu'on peut apprendre, mais après ça, si on ne va pas en Russie, on n'a pas la même exposition aux Russes qu'on va avoir, par exemple, à l'anglais, évidemment, parce qu'au Canada, c'est difficile de bouger un peu sans parler anglais. Je veux dire, c'est partout. Là. Si on lit nos bouteilles de shampoing, c'est écrit français-anglais. Là. Donc, c'est pas la même immersion, évidemment. Puis, même quand on va apprendre d'autres langues, des langues européennes, des langues, mettons, l'espagnol, où est-ce que, je veux dire, on peut s'immerger plus facilement. On est à 4 heures de Cuba en avion. Là. Fait que, c'est sûr que l'immersion vers la langue russe, il faut aller en Russie. C'est pas nécessairement simple d'aller en Russie. Ben, c'est pas si difficile que ça, là, mais je veux dire, il faut vouloir Ouais. aller s'immerger dans cette langue-là pour l'apprendre. Puis si on le fait pas, on la perd. D'ailleurs, de ce que je me souviens, t'es allé en Russie par le passé. Oui, je suis allée en Russie. T'as visité quel endroit? J'ai pas eu j'ai été là un mois, là, fait que j'ai fait OK. Saint-Pétersbourg, Moscou, mais tu sais, je suis allée OK, un ouais. peu, tu sais, j'étais allée rejoindre d'autres étudiants aussi, là, donc c'était pas, il y avait, un voyage, pour le plaisir, mais il y avait aussi, une quête pour apprendre un peu. Ouais, c'est ça, un motif d'étude, qui était derrière. Justement, côté Le Grand Mystère a rajouté quelque chose par rapport à la littérature russe. Puis avant de te partager le commentaire, ben toi, de ton côté, niveau littérature russe, bon, je me doute que je sais pas, je sais pas où en est ton niveau de russe, là, mais probablement, j'imagine que tu n'as pas lu de grands livres de littérature russe, peut-être au complet, quoique là, je présume un peu. Là. Mais côté littérature russe, jusqu'à quel point tu as exploré ça? As-tu des auteurs vraiment qui t'ont comme plus interpellé ou petite parenthèse comme ça? Beh, la littérature, mon immersion dans la littérature, dans la culture russe de manière générale, s'est faite beaucoup à travers l'histoire et je OK. m'explique. L'histoire, par exemple, de la censure. Donc, j'ai beaucoup exploré les courants. J'ai lu des œuvres, évidemment pas en russe, là, je suis clairement pas apte à lire Guerre et paix en russe. C'est sûr que j'ai lu, tu sais, des grandes œuvres, par exemple, de Tolstoï ou de Dostoïevski par intérêt. OK. Je m'intéresse à la musique russe, mais je m'intéresse aussi au courant historique, donc à la censure qui s'est faite sous l'époque soviétique aussi, puis à ce qu'on s'attendait des producteurs, en fait, des auteurs ou par exemple des compositeurs de musique, donc pour justement enligner leurs œuvres un peu sur les dessins du régime. Donc, est-ce que je pourrais faire des quiz à la télé sur la culture russe? Ben, probablement que j'en connais un petit peu plus que la moyenne, mais je ne peux pas dire que je suis une experte comme je suis une experte de la politique, mettons. Parce qu'en fait, le commentaire qu'il dit, c'est: «La littérature russe est remplie de chefs-d'œuvre très variés qui mériteraient qu'on s'y attarde de plus. Pas besoin de supporter toutes les décisions politiques de la Russie pour se rendre compte de l'extrême diversité, d'une histoire vivante et complexe.» Puis j'ajouterais d'une culture quand même assez profonde et variée en plus.
Ouais, ouais, puis dans plusieurs sphères, là, donc oui, la littérature, mais tu sais, la musique, le théâtre, Ouais. qui ont tout, en fait, les arts de manière générale, que moi j'ai étudié à travers des politiques de censure, puis à travers l'histoire soviétique, mais les arts en Russie ont toujours été extrêmement importants, et même en fait, sous l'Union soviétique, l'Empire des Tsars aussi, mais même en Union soviétique, on accordait une importance à la production d'art pour faire rayonner la culture russe. On appliquait un plus grand contrôle, mais l'art en Russie a toujours été important. Donc, c'est sûr qu'on avait un petit peu plus de liberté avant l'Union soviétique, puis on a encore des vestiges de cet art-là aujourd'hui qui était moins contrôlé. L'art soviétique plus contrôlé, mais quand même, on voulait faire rayonner. On a toujours eu la volonté de faire rayonner la culture russe. Et et aujourd'hui, mettons, récemment, avec des plateformes comme par exemple Netflix ou Prime Video ou des choses comme ça, on se rend compte encore qu'il y a un désir de la Russie de faire rayonner leur propre culture. Donc, ils sont quand même des grands producteurs de cinéma. Et tu sais, je veux dire, il y a des très, très bons documentaires, des très, très bonnes séries qui vont partir en Russie. C'est sûr que c'est très romancé, mais si on veut apprendre un peu comment, tu sais, sur la culture soviétique, mais aussi la culture des tsars, qui sont très fiers, en fait, là, de l'Empire des tsars, de l'Empire tsariste en Russie. Là. Donc, on est très fiers de ces expansions-là. On est très fiers de certains personnages, je vais dire, là, comme par exemple les expansions de Pierre le Grand, les expansions de Catherine la Grande aussi, Ouais. Catherine II. Donc, il y a encore une volonté de vouloir faire rayonner cette culture-là. Des fois, on la censure, des fois, on la censure moins, mais les arts, ça occupe une place très, très, très importante en Russie. Vraiment, puis je t'écoutais parler, puis ça m'a fait penser aussi, moi, je suis un gamer depuis de nombreuses années, là. Je joue déjà depuis que je suis tout petit, là, depuis que j'ai 5 ans. Puis justement, ben, c'est une des raisons, en fait, qui m'a amené sur Twitch, comme beaucoup. Puis c'est ça, ben, justement, un des coups de cœur que j'ai eu au niveau vidéoludique, c'est une trilogie de jeux qui est basée sur un livre de Dimitri Gloukovski qui s'appelle Metro 2033, qui parle là, justement d'une espèce de Russie post-apocalyptique qui est forcée à vivre après une guerre nucléaire, justement, dans les égouts de la ville. Puis que, justement, quand tu sors de là, tu as comme plein de radiation, l'air est irrespirable. Il y a des créatures quasiment mutantes, là, justement, qui envahissent un peu tout partout, là, justement, à la surface. Et ben, toi, tu joues le rôle, là, justement, de Artyom, qui est un jeune homme, là, justement, qui fait partie un peu de corps d'expédition, là, justement, pour aller ramasser ce qui reste à peu près de ressources à la surface pour comme alimenter les communautés. Puis c'est comme une aventure narrative là, vraiment beaucoup basée sur le livre. Vraiment, vraiment intéressante. Puis moi, personnellement, ça a été un peu une des incursions que j'ai eues là, justement dans l'art, dans la littérature russe, qui est un peu plus contemporaine, là, justement. Puis, tu sais, comme la volonté de faire rayonner la culture russe, là, on parlait des arts, mais disons, dans une art un peu plus contemporaine, euh, les Russes rayonnent aussi quand même sur le gaming stage. Mhm. Tu sais, Ouais, dans plusieurs jeux vidéo, on a des délégations russes importantes, oui, un peu comme la Chine, qui vont investir des millions dans leurs équipes de e-sport. Donc, ils vont investir dans leurs équipes sportives. la Corée aussi, même chose. Puis Ouais, mais tu sais, des fois, ça peut être surprenant pour des pays qui ne sont pas nécessairement considérés comme des démocraties, mais qui vont s'impliquer et qui vont investir dans toutes les sphères possibles pour faire rayonner leur talent à l'international. Donc, on peut penser aux Olympiques dans le sport, mais on peut penser au e-sport aussi plus récemment. Donc, on voit de plus en plus de Russes sur cette scène-là. Et, et- tu sais, c'est des gens qui vont immigrer en dehors de la Russie, qui vont rejoindre soit des équipes qui sont fondamentalement russes, ou soit qui vont se joindre à d'autres équipes. Donc, on a quand même un rayonnement qui s'étend. Puis là, je sors complètement de mon sujet. Mais oui, il y a une volonté de rayonnement quand même en Russie qui est grande. Vraiment. Une question de Secret Cat Base qui parle justement de la Biélorussie. Donc là, on se déplace un petit peu dans un autre pays slave. Est-ce possible d'imaginer des conditions qui feraient qu'ils déclareraient leur indépendance de la Russie et des élections démocratiques? Ben, la Biélorussie en tant que telle est indépendante de la Russie. C'est juste que dans les dernières années, on a vu qu'il y avait une dépendance qui était de plus en plus grande. Euh,
ils ont essayé d'avoir des élections. Puis les dernières élections qui ont été déclarées comme non démocratiques, il y a eu des manifestations qui se sont faites réprimander par le régime. Donc, je ne pense pas que la société civile biélorusse est prête à accepter la situation actuelle comme un done deal. Je pense que la population biélorusse est probablement prête je dirais pas à se battre, là, parce que je veux pas parler de guerre, là, mais je veux dire, à pas se laisser faire certainement. Et je crois que la population biélorusse, là, je vais spéculer par exemple, mais regarde le conflit ukrainien avec beaucoup d'intérêt en se demandant si, comme, tu sais, est-ce que les événements en Ukraine peuvent avoir une influence sur la Biélorussie? Donc, si par exemple, la Russie avait réussi à détruire l'Ukraine ou à prendre l'Ukraine rapidement, est-ce que ça aurait pu influencer la Biélorussie vers un tournant encore plus autocratique versus si l'Ukraine réussit à repousser la Russie, est-ce qu'il va y avoir un mouvement qui va se créer en Biélorussie qui va être encore plus important pour essayer justement de repousser la Russie et les élites politiques pro-russes? C'est un dossier, en fait, c'est un dossier qui va être qui continue d'être en cours. Je spécule parce que je peux pas, je peux pas parler au nom de la population biélorusse, mais on le voit quand même qu'il y a des tentatives pour essayer de déloger ce régime-là ou au moins de dénoncer ce régime-là. Donc, il y en a des grandes manifestations. Là. Il y en a eu l'année passée. Il y en a, ça fait plusieurs années qu'il y en a. Là. Donc, la population biélorusse ne semble pas satisfaite dans la majorité avec son régime et avec ses élites politiques. Et probablement que la situation en Ukraine va pouvoir justement avoir un impact ou en fait donner peut-être juste de l'espoir à la population biélorusse pour essayer de faire quelque chose dans leur propre pays. Je sais pas si ça Euh, répond. oui, 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 totalement. Mais sinon, c'est ça. Je vois pas d'autres questions dans le chat. Il commence à se faire tard un peu, fait que j'irai peut-être avec une dernière question. Ça serait pas mal en même temps, on va dire un peu la dernière question, le mot de la fin. Euh, Évidemment, depuis le début du conflit, on entend pas mal d'informations dans les médias. Ça pleut, vraiment, là, les nouvelles d'actualité, comme on le disait tantôt, autant dans les médias sociaux que dans les médias plus traditionnels. Il y a énormément de stock. Moindrement, on tape guerre Ukraine sur Google, on est submergé d'informations. Mais évidemment, le flot d'informations puis la place que les médias traditionnels prennent là-dedans, ça amène aussi beaucoup de désinformation. Beaucoup d'idées préconçues, de préjugés, d'idées auxquelles justement il faut faire attention, avoir des mises en garde peut-être. Fait que toi, de ton côté, si tu avais des recommandations à donner aux gens qui nous écoutent, à quoi il faut faire attention dans l'analyse de ce conflit-là? Qu'est-ce qu'il faut éviter comme piège? Ouais, et c'est difficile ça. OK. Hem, C'est la cerise sur le sundae, ça. ben, c'est sûr qu'il y a de la désinformation, il y en a des 2 côtés. Il y en a puis avec des objectifs qui sont différents évidemment. La Russie veut pousser ses narratifs et pour l'instant, ça fonctionne relativement bien parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que le régime en Ukraine est un régime nazi. Donc je pense que ça fonctionne relativement. Donc évidemment, ça va dépendre des gens, qui vont recevoir cette information-là. De manière générale, je trouve que nos médias sont un peu alarmistes, dans le sens où est-ce qu'on a énormément d'informations non-stop et on se concentre beaucoup sur qu'est-ce qui se détériore, qu'est-ce qui va pas bien versus les solutions possibles. La désinformation, c'est sûr que de manière générale, pour essayer, tu sais, puis pas juste pour la Russie, si on veut essayer de participer le moins possible à la désinformation, ben c'est la base, c'est de valider nos sources et nos auteurs. Fait que où j'ai vu mon information, est-ce que je peux la valider? Si j'ai vu une vidéo, pardon, sur TikTok, est-ce que je peux la retrouver ailleurs? Parce qu'il y a des vidéos qui ont circulé, en fait, d'explosions qui disaient ça vient de sauter en Ukraine. Puis après ça, la vidéo était authentifiée, puis on se rendait compte que c'était une vidéo qui datait de l'Afghanistan de 10 ans. Donc, c'est sûr que la première chose en histoire, au bac, on appelait ça croiser nos sources. Donc, est-ce qu'on est capable de retrouver la même information sur plusieurs sources différentes et des sources qui sont relativement crédibles? Les médias, quand on parle de désinformation, on va dire les médias reconnus, OK? Parce que là, c'est sûr que la définition de médias s'élargit de Elle plus peut être en plus large, ouais. avec, ouais, c'est ça, avec Internet. Mais quand on parle, disons, de grands journaux, de grands quotidiens, si vous lisez Le Monde, Le Figaro, The New York Times, Le Soleil, Le Devoir, La Presse, c'est des
c'est près de zéro, en fait, en pourcentage, les fois qu'on va retrouver des faussetés ou de la désinformation dans les journaux. Et là, je ne veux pas dire que tout ce qu'ils disent, on doit être d'accord avec ça. Il y a des opinions dans les journaux, mais les faits, c'est rarement sont vérifiés, en fait. C'est ça que je veux dire. Donc, on peut être. Tu sais, s'ils disent qu'il y a eu 10 000 morts, ça serait étonnant qu'il y en ait eu zéro. Après ça, on peut être en désaccord avec l'explication qu'ils donnent. Tu sais, moi aussi, des fois, je lis des journaux puis je suis là, OK, les faits sont bien, mais tu sais, l'analyse, je ne l'aurais pas fait comme ça parce que j'ai pas le même intake puis j'ai pas le même background pour la même situation. Mais c'est rare que quand on va dans les médias traditionnels, on va retrouver de la grosse désinformation. Après ça, c'est sûr que je vais parler pour nos médias canadiens parce qu'il y a des situations où est-ce qu'on perd le contrôle, comme par exemple en Russie ou aux États-Unis, malheureusement, où est-ce qu'on a perdu carrément, puis je dis on, pas moi, là, mais je veux dire, les médias, il y a beaucoup de médias qui ont perdu le contrôle carrément sur leur contenu. Mais si vous êtes capable de trouver des sources différentes qui sont relativement fiables, qui disent toutes la même information, je vous dirais c'est fiable. Si vous n'êtes pas capable de valider votre information ou si vous n'êtes pas capable de valider votre auteur. Si la personne qui a écrit ça, c'est pas une personne experte, elle a écrit ça dans un commentaire Facebook sous une publication de TVA Nouvelles, c'est tel que tel, versus si la personne soit c'est une prof d'université ou elle travaille dans un organisme ou elle travaille au sein d'une organisation internationale, elle a accès à des informations. C'est une critique qu'on va faire tous et chacun sur la validité de nos sources. Là. Je m'excuse, je divague, là, mais voilà. Ben écoute, je pense que c'est un excellent mot de la fin pour une question là, justement qui donne des bonnes recommandations. Là, je pense au chat, des recommandations que moi-même, ça fait 4 ans que je fais de streaming sur Twitch. Et ben, justement, je me fais toujours un point d'honneur là, de donner justement ce genre de recommandations-là aux gens, de dire faites attention à vos sources d'informations, croisez vos sources, allez voir le plus possible des experts, regardez, intéressez-vous à qui justement va dire l'information. Peut-être également son intention derrière le message et tout, savoir un peu lire entre les lignes. Fait que très belle recommandation. Et écoute, en terminant, je vais te remercier infiniment pour tout le beau contenu que tu nous as donné ce soir. Honnêtement, d'habitude, je fais à peu près 1 heure et demie, gros max 2 heures de podcast. Là, on n'a pas loin de 3 heures d'enregistrement. Et pour vrai, je ne ferai pas vraiment de coupure, je ne ferai pas vraiment de montage. Exceptionnellement, ça va être un très long épisode parce que tu nous as donné énormément de super de belles matières. Franchement, là, c'est sûr qu'il n'y a pas le même impact parce qu'on n'est pas dans une foule, là, mais je te donne une belle main d'applaudissements. Franchement, Merci. c'était génial, super intéressant. J'ai été resté accroché tout le long. Tu voyais pas le chat, là, mais ça défilait énormément. Il y avait beaucoup de commentaires. Je t'ai pas tout lu, là, évidemment, qu'est-ce qu'il y avait. J'ai vraiment ciblé seulement aux questions. Mais le chat, merci énormément tout le monde d'avoir été aussi attentif, aussi présent. Merci pour tous vos beaux commentaires. Tu as eu plein de compliments là, au travers du chat, à travers les questions. Puis vraiment, les gens ont été super accrochés, vraiment intéressés. Puis je pense que vraiment, tu as contribué vraiment à rehausser leur perception, puis à peut-être justement les aider à mieux comprendre ce conflit-là. Ouais. Ben, si jamais j'ai pas répondu à toutes vos questions ce soir ou il y a des aspects que vous voulez creuser, j'ai quand même fait beaucoup d'interventions récemment dans les journaux, dans les médias, puis mon mémoire de maîtrise, puis beaucoup d'articles que j'ai écrits qui sont disponibles sur Internet. Fait que si vous marquez Sophie Marino sanctions, Sophie Marino Ukraine, Sophie Marino Russie ou Sophie Marino sur Facebook pour me poser une question, ça devrait pas être difficile de me trouver et de trouver ce que j'ai écrit, comme par exemple, si vous vous intéressez aux solutions possibles, puis je vous ai parlé de la Géorgie, ça vous intéressait, ben, ça, c'est un article que j'ai rédigé pour le journal français de Conversation. Donc, ça se retrouve facilement sur Internet. C'est pas mal tout accessible. Puis si vous n'avez pas accès, je vais vous les envoyer. Puis je Voilà. tenais à faire la parenthèse, il y a plusieurs personnes qui se demandent si tu as une chaîne Twitch. Fait que ça te met de la Non, pression là, pour tester le média. non, j'ai pas de chaîne Twitch. J'ai fait quelques interventions sur les ondes de LCN, TVA, Nouveau. Mais c'est tout ce qui est. En tout cas, si vous trouvez d'autres vidéos YouTube, dites-moi là, mais non, c'est tout ce que j'ai fait. France 24 aussi. En tout cas, si jamais un jour ça tente de te lancer, peut-être pas forcément sur Twitch, parce qu'on s'entend là, maintenant, des plateformes, il y en a pour les fous et les fins, comme on dit. La création de contenu, c'est un bon vecteur quand même de vulgarisation puis de passage de connaissances. Donc, un jour, on ne sait jamais. Je suis meilleure à l'écrit.
Chacun ses forces, comme on dit. Hey, tu dis que t'es meilleur à l'écrit, mais encore là, je pense que les gens du chat vont être étonnés de ton affirmation, puis moi le premier. Parce que honnêtement, t'es une très bonne vulgarisatrice, puis franchement, les propos que tu nous as donnés là étaient A1. Super bien expliqué, assez vulgarisé, très clair, très concis. J'ai rien à dire. Bravo. Merci. Merci, c'est fin. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Diablement Historique. Si vous souhaitez en savoir plus et avoir un peu plus de contenu, vous pouvez me suivre sur twitch.tv/hell_frank et également écouter mes autres épisodes de podcast sur Balado Québec et Spotify.